Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour cette troisième édition de Point de vue, nos conversations en ligne que nous menons au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, ces conversations ont lieu dans le cadre d'un projet qu'on a déjà lancé il y a quelques temps déjà, le 18 mai, qui s'appelle Covid-19 et nous, par Magnum Photo et vous. Donc, pour rappel, ce projet est un projet participatif qu'on a développé avec, évidemment, les photographes de cette prestigieuse agence, je vais y arriver, et par les internautes qui ont témoigné de leur ressenti de la pandémie à travers des témoignages qui sont soit audio, soit vidéo, soit textuels. Et donc, chaque semaine, on a dévoilé en ligne des images, 6 images exclusives sur lesquelles on est revenu, soit avec nos invités dans le cadre de conversations en ligne, ou soit avec des notes de blog autour de différentes thématiques. Et aujourd'hui, on va parler de la thématique de la prévention. Pas la thématique. J'ai pas envie d'aborder cette thématique de la prévention autour des mesures d'hygiène ou des mesures sanitaires. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler, mais plutôt emmener mes invités sur un terrain un petit peu différent, un terrain d'ordre sociétal, un terrain artistique aussi, de réflexion autour des images, qu'est-ce que notre rapport à la photographie a changé. Et donc, pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux de nos invités. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec Stéphanie Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors, Stéphanie Lambert, vous êtes directrice de la Croix-Rouge genevoise depuis 3 ans. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas cette organisation, mais je pense qu'ici, tout le monde la connaît quand même, c'est une organisation humanitaire qui est active à Genève dans les domaines de la santé et de l'intégration sociale. Elle a plus de 350 collaborateurs et collaboratrices, 3000 bénévoles inscrits et 5000 membres. Et avant de rejoindre donc la Croix-Rouge genevoise, vous dirigiez des équipes multifonctionnelles chez Procter & Gamble et vous êtes passionné par la performance des organisations à but non lucratif. Et vous êtes notamment l'auteur d'un guide de management axé sur la recherche de l'équilibre entre des services à l'humain et les réalités financières et sur le pilotage d'équipes et de programmes avec sérénité, qui est disponible aux éditions Fabre. Voilà. Donc, bienvenue Stéphanie. Je me réjouis de discuter, de parler un petit peu, de converser autour de ces sujets avec vous, de ces images de la semaine. Et j'accueille également notre deuxième invitée, Magali Dougados. Bonjour Magali. Bonjour. Alors Magali, vous êtes photographe indépendante. Vous êtes connue à Genève, notamment pour arpenter les coulisses des grandes institutions culturelles telles que le Grand Théâtre et la Comédie. Vous êtes aussi portraitiste. Vous avez réalisé de nombreux portraits des auteurs et des autrices, notamment à la Société de lecture de Genève. Et vous avez aussi exposé un petit peu partout, à Genève, à la Société de lecture et à Nice, vos différents travaux. Donc, voilà, on va montrer à nos spectateurs un petit peu quelles sont les images sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. Ces images qui racontent des histoires complètement différentes, sous des prismes différents, et j'ai hâte de vous entendre sur qu'est-ce qu'elles vous inspirent dans vos pratiques quotidiennes, mais aussi peut-être dans vos réflexions plus personnelles au jour le jour. Donc là, vous avez évidemment le nom de ces auteurs des images et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une photographie de Jean Gomy, photographe français, mais aussi cinéaste, qui développe qui a un rapport très particulier à l'image. Il le dit, c'est un photographe qui recherche toujours l'intensité et cette intensité, il va la chercher dans des contrées inhospitalières. C'est pas, quand on parle de contrées inhospitalières, c'est pas forcément lointain géographiquement, même s'il a réalisé des projets en Arctique, mais il est aussi allé dans les prisons. Il s'est embarqué à bord d'un sous-marin nucléaire, toujours pour tenter de dégager cette intensité dans sa photographie. Et là, on le retrouve dans un environnement complètement différent. Dans l'appartement d'une personne âgée auquel on prodigue des soins. Et finalement, on se rend compte que cette image, elle est bouleversante aussi. Elle est intense. Elle rentre dans le cadre de l'intime. Et moi, ça m'amène à ma première question, Magali, c'est
comment vous, dans votre pratique, notamment en tant que portraitiste, vous arrivez à dégager de l'intimité avec vos sujets? Comment vous arrivez à retrouver cette intensité? Alors, je dois dire que dans ma pratique, c'est un peu compliqué parfois de créer de l'intimité parce que je me retrouve souvent à faire des portraits avec très peu de temps, ou parfois 1 à 2 minutes pour réaliser un portrait dans lequel il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, je dirais que ce qui est important, en fait, ça va être vraiment le premier échange avec la personne que je dois photographier. À savoir, ça peut être un regard, un geste, ça va être les quelques mots qu'on va échanger. Et finalement, assez vite, je dois mettre en confiance la personne que j'ai en face de moi. Parce que c'est un exercice difficile de se faire prendre en photo. Ce sont des gens qui sont d'accord d'être pris en photo, mais ça reste quand même un moment compliqué où il faut pouvoir aussi saisir quelque chose qui se passe chez l'autre, enfin, que l'image puisse raconter ensuite quelque chose. Et ce n'est pas seulement des attraits techniques de lumière, d'ambiance, parce que souvent ça ne se passe pas dans une intimité de la personne. Mm-hmm. Il y a vraiment le rapport humain qui entre en jeu et qui doit être, qui est assez rapide souvent. Donc il faut créer un temps de confiance pour que la personne lâche peut-être justement un temps d'intimité, quelque chose qui lui appartient et que moi je dois pouvoir saisir et que je dois pouvoir voir en fait. Mm-hmm. Merci beaucoup. Non, oui, c'est assez c'est très intéressant et ce rapport qu'on a à l'autre et ce qui m'emmène aussi à ma seconde question pour vous, Stéphanie. Évidemment, le soin à l'autre, le soin pour les personnes les plus vulnérables, c'est quelque chose qui est le cœur des activités de la Croix-Rouge genevoise. Et qu'est-ce qui, dans cette image, à vous fait penser aux activités de la Croix-Rouge genevoise? Tout d'abord, de manière générale, elle me fait penser à cette crise sanitaire que nous venons de vivre, à la crise sociale qui est déjà présente maintenant. La grande difficulté de cette crise sanitaire, ça a été la nécessité de prendre pour les autorités sanitaires des décisions très rapides et très fortes en termes de santé publique globale, mais on s'est retrouvé sur le terrain avec des situations spécifiques où des personnes âgées, certes, étaient protégées du coronavirus, mais finalement préféraient mourir parce que après quelques jours, quelques semaines, voire même quelques jours de sentiments d'abandon, on n'avait plus envie de vivre. Mm-hmm. Et pour nous, c'était terrible. C'était terrible pour les bénévoles et pour les équipes de professionnels qui répondaient au téléphone et aux demandes justement de cette présence physique irremplaçable. On l'a remplacé par des téléphones, mais on s'est rendu compte que c'était largement insuffisant parce que les visites régulières des bénévoles formés, encadrés par des professionnels sur le terrain représentent bien souvent les seuls rayons de soleil qui donnent aux personnes encore envie de se lever le matin. Donc, oui, ça m'inspire tout le drame de cette crise sanitaire qui nécessitait des mesures fortes, mais qui a laissé aussi beaucoup de personnes dans des situations qui allaient jusqu'au désespoir. Ouais, donc, l'action de la Croix-Rouge genevoise, ça a été concrètement de redéployer en quelques jours plusieurs équipes pour se concentrer sur un nouveau plan d'urgence avec une dizaine d'activités d'aide aux personnes confinées et toute une liste d'activités. Celle qui était très connue, c'était le fait de faire les courses pour les personnes, avec tout un système professionnel où on évite qu'il y ait transfert d'argent entre les bénévoles et les personnes âgées, parce qu'il y a eu malheureusement des abus quand ce n'était pas bien encadré. L'achat de médicaments, l'évacuation des poubelles, un maintien du lien social par téléphone uniquement, et puis des activités auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont fondamentales et urgentes, où il fallait vraiment répondre. On avait un plan d'urgence avec 3 types d'urgences, et le code rouge, c'était les urgences où il fallait intervenir le plus vite possible et au maximum dans les 12 heures, et dedans, il y avait le fait de promener le chien. Bien sûr. Parce que le chien, on ne peut pas le laisser 24 heures sans sortir.
Et on se retrouve dans des situations comme ça qui sont très loin finalement des situations sur le terrain, conflit armé avec les sauveurs, mais finalement on a eu les bénévoles sauveurs ont promené le chien, ont fait les courses et ont fait des téléphones. Et ont aussi géré les questions de paiement des factures. Il y a des personnes âgées pour lesquelles le fait de ne pas pouvoir payer leurs factures et de ne pas du tout être capable d'utiliser e-banking représentait un stress majeur. Oui, ouais, je comprends bien. C'est une transition un peu particulière, mais on va passer sur une autre photo aussi, comme on l'a parlé pour les courses, la détresse alimentaire. Cette espèce, moi, cette photo qui vient du photographe Peter Hagmel, elle m'évoque plein de choses parce qu'on a parlé beaucoup de la détresse alimentaire, de la précarité, mais il y a aussi cette espèce d'hystérie collective qui s'est un peu emparée de nos sociétés, en tout cas dans nos contrées proches, cette peur de manquer. Cette peur de plus avoir suffisamment à manger, plus avoir suffisamment de papier toilette, mais quelque chose complètement un peu d'irrationnel qui s'est qui s'est emparé de nous. Et j'aimerais vous entendre, vous, Stéphanie, parce que votre réalité, je pense qu'elle est complètement différente. Qu'est-ce que cette image, elle vous évoque? Oui, la peur de manquer, hein. Il y a des études qui ont montré qu'on est beaucoup plus motivé par la peur de perdre que par l'espoir de gagner. Donc, la peur de perdre est un élément, un facteur de stress énorme. Et oui, eh bien, on parle plus du tout de la peur de manquer quand on est à Croix-Rouge-Genevoise, puisqu'on est fait face à des milliers de personnes qui vraiment manquent et manquent jusqu'aux besoins primaires de logement, sécurité, nourriture. Donc, à la suite de la crise sanitaire, nous nous retrouvons face maintenant à la crise sociale. C'est pour ça que notre permanence d'accueil social, qui est composée à la base de 3 personnes, va être bientôt composée, on l'a déjà agrandie, et on va très vite arriver à une équipe de 12 personnes. Demain, parce qu'il y a eu des files très importantes ces 10 derniers jours devant la Croix-Rouge-Genevoise de personnes qui ont demandé de l'aide, mais notre équipe n'était pas suffisante pour répondre tout de suite. Donc, nous avons gardé les coordonnées de ces personnes. Et demain, samedi, nous avons une grande action de rattrapage des dossiers pour fournir de l'aide financière pour ces personnes, pour la nourriture et le logement, vraiment la base. Et d'ailleurs, je travaille encore de chez moi, même si je pourrais théoriquement aller au bureau, parce que tous les bureaux de membres de la direction et encore d'autres services ont été mis à disposition de ce plan d'urgence, où toute une nouvelle équipe de personnes reçoivent des personnes en situation de grande précarité, avec évidemment toutes les précautions, plexiglas, enfin tout a été installé, tous les tubes ont été revus, installés pour s'assurer que les protections sanitaires étaient bien suivies. Donc voilà, on a l'étage direction ressources humaines, communication de la Croix-Rouge-Genevoise, qui est l'étage de l'accueil où il y a aussi normalement juste un bureau de la permanence d'accueil social, c'est complètement transformé en une semaine. Oui, c'est complètement dingue, tous ces bouleversements qui a amené la pandémie concrètement aussi dans nos vies et aussi concrètement dans la pratique photographique. Ce photographe, par exemple, Peter Van Hagmel, dont on voit le cliché, c'est quelqu'un qui a toujours été sur le terrain dans des conflits en Iran, en Afghanistan. Il a aussi réalisé des reportages aussi des GI qui reviennent, qui de retour de guerre, avec tout évidemment les blessures visibles et invisibles que cela implique, le choc post-traumatique, les mutations. Le deuil, enfin plein de questions qui se posent comme ça, mais un théâtre assez fécond, disons, pour réaliser des photos qui sont assez percutantes. Et là, on demande au photographe, enfin, de documenter son quotidien et de faire sortir quelque chose de particulier. Toi, Magali, comment ta pratique aussi, elle évolue? Comment raconter une histoire avec des objets du quotidien? Alors, je pense que pour des photographes comme ce photographe qui est en effet amené à vivre des choses assez intenses sur certains conflits, sur certains territoires, se questionner dans le quotidien, en fait, c'est aussi notre environnement. C'est-à-dire, c'est quelque chose
duquel on est habitué, qui est un endroit réconfortant et qui, tout d'un coup, dans lequel tout d'un coup on doit rester par obligation et qui n'est plus tant réconfortant, mais en effet, que faire et quoi faire comme image? D'autant plus que pendant cette pandémie, on a quand même été dans une profusion d'images et je trouve que c'était difficile. Moi, ça m'a beaucoup questionnée parce que en fait, je n'ai pas fait d'images ou pratiquement pas. J'ai plutôt observé ce qui se passait et je me suis dit que dans un temps où il y avait déjà tellement d'images, ce temps-là en a produit, mais d'autant plus, et souvent sans raconter quelque chose ou juste de manière informative ou anecdotique. Et moi, j'avais pas envie de rajouter de l'image à ce flot d'images, donc je n'ai pas produit d'image, mais j'ai beaucoup observé ce qui se passait. Et je me suis dit que vraiment, fabriquer une image, c'est un engagement. On offre à regarder aux autres une situation, ou ça peut être plus abstrait, comme quelque chose qui touche plus à l'art. Mais je me suis dit, je ne peux pas continuer à être photographe et à produire juste des images pour produire des images, même si j'avais déjà ces questionnements en tête depuis un moment. Mais ça a renforcé en fait ce lien que j'ai. Et je pense, et j'ai eu l'occasion de refaire quelques images sur des contrats, notamment des portraits, en me disant à chaque fois que cet investissement, que le lien, que mon engagement devait être encore plus fort et encore plus visible dans les images que j'allais proposer, que j'allais donner à voir. Oui. Et ça me fait venir en fait à la photo suivante aussi, en termes peut-être, lorsqu'on produit une image d'éveil des consciences. Cette image, donc, qui est l'œuvre de Ziad Ben Rodman, un photographe tunisien qui a été bloqué au Canada et qui a évidemment donc figé cette attente pour la distribution alimentaire. Et ça me fait penser évidemment à Genève, on a aussi assisté à ce genre de scène et peut-être qu'on y assistait avec une certaine stupéfaction. On n'était pas habitué à voir ça. Le grand public, on l'a appris à travers les journaux, a appris qu'il y avait des minorités, ces minorités qui jusqu'alors étaient invisibles, qui étaient en détresse alimentaire, détresse sociale. Et donc ces images-là, peut-être servent aussi à marquer un temps d'arrêt, peut-être éveiller des consciences et de justement construire un rapport peut-être différent au flot d'actualité qu'on reçoit, des images habituelles. Et toi, Magali, par exemple, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Alors, cette image, je la trouve, elle a quelque chose d'assez apocalyptique. Elle est dans la pénombre, on est dans une ruelle assez sordide. On est quand même face à des gens qui sont dans une précarité énorme, hein, qui vivent dans la rue. C'est une image qui est un peu de mon imagerie de roman d'anticipation ou de science-fiction. Et je pense que cette pandémie qui nous a tous touchés, tout d'un coup, du jour au lendemain, on s'est un peu retrouvés, en tout cas personnellement, j'ai beaucoup pensé, notamment aux sans-abri, aux gens qui vivent dans la rue, aux immigrés. J'ai beaucoup pensé à eux parce qu'ils sont déjà oubliés, mais en plus de ça, du coup, ils se retrouvent, ils peuvent finalement peut-être encore plus vulnérables que vulnérables. Je ne sais pas si c'est possible. Et cette image, elle a quelque chose un peu de roman d'anticipation où on se dit, parce dans l'actualité, dans le flot d'images, d'informations, on voit passer beaucoup de choses et on sait qu'il se passe des choses. Mais il y a une forme de banalité qui s'installe en fait, au bout d'un moment. Et le fait de marquer un temps, et un temps qui a marqué tout le monde et qui a marqué un arrêt économique, un arrêt de tous les domaines. La Terre s'est arrêtée, entre guillemets, même si elle continue à tourner d'elle-même. Mais je pense que ce genre d'image, tout d'un coup, on la regarde autrement. Elle a une autre lecture. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, dans cette crise pandémique, mais qui devient aussi une crise économique,
on pourrait aussi se retrouver là. Et je sais pas, j'espère, moi en tout cas, ça m'a, ça m'a beaucoup fait me demander aussi et me rendre compte aussi de la chance que j'ai, mais aussi de la précarité dans laquelle je pourrais me retrouver, ou j'aurais même pu me retrouver, d'autant que je suis indépendante. Donc voilà. Et moi, j'ai l'impression aussi que voilà, ces files d'attente qui sont déployées, notamment à la caserne des Vernets, nous ont sur des kilomètres, nous ont fait prendre aussi conscience que l'action humanitaire, en fait, elle n'est pas toujours là-bas. Enfin, elle n'est pas toujours dans les contrées lointaines, elle se passe aussi chez nous. Et vous, justement, Stéphanie, pour vous, ça n'a pas dû être une surprise de voir ce genre d'image. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu autour de ça? Bon, ici, on voit une file on voit un extrait de file avec cette personne. Les files qu'on a vues ces derniers temps, les files d'attente, c'était des milliers de personnes. Ça a eu son utilité, celle de révéler une réalité à Genève qui existait bien avant la crise sanitaire. C'est celle de la pauvreté à Genève. Il y a une pauvreté très importante à Genève. Il y a aussi toute la question des travailleurs pauvres. Nous allons bientôt ouvrir une permanence dentaire à la Croix-Rouge genevoise à l'automne pour les travailleurs pauvres. Donc, ce sont des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas qui n'ont pas les moyens financiers de se soigner. Et on ne parle pas de quelques centaines de personnes. On parle de, en tout cas, 30 000 personnes. Donc la pauvreté plus les personnes qui sont en situation à risque de pauvreté sont très nombreuses. C'est une réalité importante à Genève. Ces longues files d'attente ont eu cet avantage d'attirer l'attention sur une réalité. Beaucoup de personnes étaient étonnées. Ah bon, il y a de la pauvreté à Genève, un endroit si riche. Mais par contre, elles sont choquantes et inacceptables dans la durée. Car nous avons les moyens de faire en sorte que tout le monde puisse avoir à manger et un logement. Donc, il est absolument essentiel que tout ça est en train de se mettre en place. Donc, on ne peut pas demander à des personnes de faire des files des heures pour se nourrir. Pour moi, c'est totalement inacceptable. Donc voilà, aujourd'hui l'aide alimentaire s'organise de mieux en mieux. Il y a un important travail de réseau qui est fait, même si actuellement la réalité c'est que le réseau est saturé. D'où les recrutements importants à la Croix-Rouge genevoise, mais la Croix-Rouge genevoise n'est qu'une association parmi d'autres. Pour moi, ça révèle aussi la raison pour laquelle il y a autant d'associations actives dans le canton et le rôle, par exemple, de la Croix-Rouge genevoise. Il est clairement d'atténuer les souffrances en complémentant l'État social. 350 collaborateurs, 3000 bénévoles, on voit qu'il y a du travail même dans le canton de Genève et sans les donateurs privés, on ne pourrait pas y arriver. Donc, j'en profite justement pour remercier tous les bénévoles et tous les donateurs privés. Et ça me fait penser à une phrase, vous savez, la Croix-Rouge, c'est un mouvement qui a été créé par un Genevois, dont le siège national est à Genève, le siège international est à Genève. Et c'est un Genevois aussi, donc c'est Henri Dunant qui a eu l'idée de la Croix-Rouge au départ. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à la fondation. Et puis, les valeurs humanitaires ont été rédigées par un autre Genevois qui s'appelle Jean Pictet. Et Jean Pictet disait que la philosophie de la Croix-Rouge est optimiste. Il disait que la Croix-Rouge ne désespère pas de l'individu. Et parce que sinon, si on désespère finalement de l'individu, si on n'aime plus l'humain, on est perdu. Et ce que j'ai trouvé, ça renforce cette conviction. La période actuelle, pour moi, renforce cette conviction qu'il y a finalement un héros humanitaire en chacun de nous. Parce qu'en l'espace de quelques semaines, on est passé de 2000 à presque 3500 bénévoles à la Croix-Rouge genevoise. Donc, ça veut dire qu'énormément de personnes qui n'auraient pas pensé forcément un jour participer à une action humanitaire l'ont fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment un héros en chacun de nous.
même si sur le côté plus sombre, nous vivons aussi dans une période qui exacerbe les tensions. On le voit, je vous donne un exemple concret, dans les boutiques de vêtements de seconde main, où nous devons continuer d'appliquer les règles de distanciation physique, par exemple, et les règles d'hygiène des mains. Il y a un ras-le-bol, en fait, de certaines personnes qui n'ont plus envie de faire les files devant les magasins, qui s'énervent parce qu'on leur demande de mettre une solution hydroalcoolique. À l'inverse, d'autres personnes sont en panique avec masque et puis dès qu'une personne s'approche d'elles, leur disent mais reculez, vous ne respectez pas la distance. Enfin, on sent beaucoup plus de tension parce que la période commence à durer assez longtemps. Donc, on peut déjà se réjouir que le confinement était moins strict en Suisse qu'ailleurs. Je pense que ça a vraiment aidé à minimiser les risques. Mais là, on est loin d'être arrivé au bout de la crise, à mon avis, parce qu'on a d'autres problématiques, celle des tensions, celle de la crise sociale, possiblement une deuxième vague qui arrive. Oui. Donc, nous sommes... voilà, il y a énormément en fait aussi de bénévoles, par exemple les scouts, des bénévoles des communes qui sont venus, qui sont intervenus de manière ponctuelle à un moment donné, mais on voit qu'on a besoin d'organisations encadrées par des professionnels qui vont être là sur la durée parce que on devra être là sur la durée. Et là, vous me permettez justement de faire la transition parfaite avec cette photo d'Henri Canage, notamment donc là, qui met évidemment en scène 2 personnes dans un centre d'appel à Athènes, en Grèce, qui répondent aux questions, aux inquiétudes des structures d'écoute. Et j'ai l'impression que cette pandémie aussi a peut-être fait bouger le paradigme habituel de l'héros humanitaire, pompier, qui arrive sur le terrain, qui vient sauver des vies. Toute cette imagerie un peu qu'on a construit autour de ça et que peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'héros, on a juste besoin de bénévoles et des personnes qui agissent au quotidien. Et donc voilà, Stéphanie, vous nous l'avez dit, c'est assez incroyable quand même que cette pandémie a aussi éveillé certaines consciences et renforcé le bénévolat, en tout cas le nombre de membres chez vous. Et vous pensez vraiment qu'on change gentiment de paradigme par rapport à cette héroïsation de l'action humanitaire? Oui, donc on peut dire qu'il ne s'agit pas forcément de héros, ou on peut qualifier aussi de héros toutes les personnes qui ne sont pas forcément en zone de conflit armé. Je continue à penser qu'il y a finalement un héros en chacun de nous. Et pour moi, tous les bénévoles de la Croix-Rouge sont des héros. Et puis, ça fait depuis longtemps que les bénévoles ne sont pas que ceux dont vous parlez justement. Mais ça commence maintenant, en effet, à se voir de plus en plus. Et ce sont des personnes, en effet, qui sont au téléphone. Ce sont des écrivains publics, par exemple, qui aident des personnes à rédiger des courriers. Ce sont des personnes qui donnent des cours de français à des enfants qui arrivent de zones de conflit et doivent s'intégrer rapidement pour pouvoir rapidement intégrer l'école à Genève. Ce sont des bénévoles et ça me touche toujours, on a énormément de jeunes bénévoles qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui visitent des personnes âgées, qui vont en EMS pour rendre le sourire à des personnes âgées. C'est quand même beau, cette jeunesse qui prend son samedi pour aller parler avec une personne de 85 ans qui n'a plus de famille. Oui. Donc, oui, pour moi, ce sont clairement tous des héros et notre société doit pouvoir compter sur toute cette empathie et sur toute cette humanité pour bien fonctionner. Merci. Et Magali, moi j'ai envie de vous poser la question de cette photo. Enfin, quelle lecture vous en faites? Parce qu'elle n'est pas, disons, elle n'est pas d'une beauté formelle saisissante, mais elle raconte plein de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, évidemment, dans cette image, on est tout de suite plongé dans le contexte. On a en premier plan une solution hydroalcoolique qui nous met dans l'ambiance. On a ces 2 hommes au téléphone. Le premier homme à la main, il se saisit sa tête avec sa main. Donc, c'est un geste
qui énonce, enfin qui raconte une forme de désespoir, de désarroi. Et l'homme du fond a l'air un petit peu dépité. Et je la trouve, dans sa simplicité, je la trouve touchante parce que après, on sait dans la légende, et c'est aussi une chose qui est importante dans la photographie, notamment dans la photographie de reportage. Les légendes, ça permet aussi d'amener à la lecture de l'image. Et là, on sait qu'on est en Grèce. On sait que la Grèce vit une crise économique et sociale depuis plusieurs années. C'est un gouffre. Ils vivent de plein fouet la crise de l'immigration. Et là, tout d'un coup, il y a une pandémie. Et ce geste, vraiment, ce premier plan, ce gel, ça raconte aussi que ces hommes vivent aussi ce qui est en train d'arriver et sont aussi à un endroit où ils doivent aider, où eux-mêmes ont peut-être une vie de famille compliquée, peut-être des revenus moindres. Enfin, du coup, c'est une image qui englobe beaucoup de choses et qui les englobe eux. Ils ne sont pas mis à distance, en fait, de cette crise. Ils sont aussi, eux, et acteurs et peut-être bénévoles pour aider, mais ils sont certainement eux aussi dans cet état de nécessité. Ouais, du coup, je trouve que c'est une image qui raconte beaucoup. Et puis après, voilà, un peu pour rentrer dans les détails, on a une carte derrière. Enfin. Oui. Ben, en termes d'image qui raconte aussi beaucoup, celle-là évidemment me touche parce qu'on se retrouve à Istanbul dans un atelier de confection de masques et évidemment ce sont les femmes en première ligne, on en a beaucoup parlé. Stéphanie, nous vous avions accueilli ici au musée, vous nous aviez donné une conférence sur les femmes à travers l'histoire de la Croix-Rouge et surtout à travers leur invisibilisation dans cette histoire. Qu'est-ce qu'elle vous raconte à vous, cette photo? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avec le prisme du genre? Aujourd'hui encore, 80% des bénévoles sont des femmes. Alors ça m'inspire ça, évidemment. Mais ce qu'il y a de beau quand même dans l'histoire de l'humanitaire, c'est clairement la prise de responsabilité, le passage des femmes du foyer à l'action dans le domaine de l'aide publique, ça s'est fait à travers l'action humanitaire. Les premières professionnelles, ça a été la Première Guerre mondiale avec les infirmières Croix-Rouge. C'est là qu'elles ont pris des responsabilités, qu'elles ont commencé à gérer des équipes, des processus, des organisations et qu'elles ont pris leur place aux côtés des hommes. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ce que je voulais dire aussi, je ne sais pas si c'est lié, s'il y a une question genrée sur ce thème, mais je voudrais rajouter par rapport à la question des héros. Pour moi, des héros, ce sont des personnes qui ont le courage d'ouvrir les yeux. Et à partir du moment où on décide de devenir bénévole, ou à partir du moment où on décide de devenir donateur aussi, c'est-à-dire quand même donner de soi, que ce soit de son temps ou son argent, pour une cause humanitaire, pour aider les autres, ça veut dire qu'on passe par l'étape qui est une étape assez désagréable, d'ouvrir les yeux sur les réalités, sur les souffrances des autres. Donc pour moi, ce courage d'ouvrir les yeux sur la réalité des souffrances plutôt que de rester dans son cocon protégé, c'est ça l'acte héroïque. Oui, bien sûr. Et ouvrir les yeux, je pense que ça parle aussi à une photographe, se saisir de réalités qui sont un petit peu différentes. Et tu me disais, toi, Magali, tu étais saisie par un peu l'urgence de cette photo. Qu'est-ce qui s'y passe pour toi? En fait, si on la regarde attentivement, le cadrage nous raconte aussi quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui font les photos, ce ne sont pas juste des personnes qui appuient sur un déclencheur, mais ce sont aussi des gens qui ont un investissement, et d'autant plus les photographes de Magnum.
qui sont amenés à aller vraiment dans des endroits où ça demande une responsabilité. Et ce photographe-là, de ce que j'ai lu, est très investi dans ce qui se passe dans son pays. Et du coup, cette photo, elle n'est pas anodine parce que son cadrage, les femmes sont coupées et le plan, elles sont comme tassées sur le bas de l'image. Et on a une ouverture assez grande sur le haut de l'image où on voit l'installation électrique, on devine bien les casiers. On sent que ça a été peut-être même aménagé rapidement dans un vestiaire, parce qu'il semble qu'il y ait des numéros sur ces casiers. Et ces femmes sont là, mais sont sur le bas de l'image et ne prennent pas toute la place. Et ça peut être même une image qui était faite très rapidement, parce qu'elle est très serrée. Donc on ne voit pas l'ensemble de l'atelier, c'est pas dans le nombre, mais c'est plus dans la situation. Et je pense que derrière, il y a l'intention de la part du photographe de aussi raconter une situation, et notamment la situation des femmes en Turquie, qu'on connaît être plutôt critique et même, enfin, j'ai pas le mot, atroce. Et je pense que du coup, c'est vraiment, on est dans un point de vue dans cette image. Et c'est intéressant parce qu'on peut passer à côté d'une image comme ça. Si elle est dans un flot d'images, on peut passer à côté. Mais là, d'un coup, elle raconte aussi quelque chose quand on l'isole. Et je trouve que on sent que derrière, il y a un engagement de la part du photographe. Merci. Ce qui me fait passer, en fait, la dernière photo qu'on va passer en revue et en termes de gestes forts et d'engagement, travail de cette photographe Nana Hetman, qui a 26 ans, qui est allemande, mais qui est restée en Russie. Son travail est saisissant. Elle a raconté beaucoup d'histoires au cours de ce confinement. Elle a abordé les thèmes de la surveillance. Elle aborde aussi les thèmes de la hausse de la violence domestique à Genève, qu'est-ce que je raconte, en Russie, et aussi à Genève probablement d'ailleurs. Donc c'est une photographe assez engagée et qui là en fait on la retrouve dans le métro moscovite et moi j'ai envie d'interpréter, en tout cas de vous emmener sur le terrain de cette image, sur ce retour à la normale. C'est quoi ce retour à la normale pour nous? Je pense qu'avant, on était peut-être, il y avait cette peur de l'étranger, mais aujourd'hui, c'est instauré aussi une menace un peu de l'autre, une menace invisible qui plane, notamment dans les transports publics. L'autre est porteur d'un potentiel danger pour nous. Toi, Magali, qu'est-ce que tu en penses, hein, de tout ça? Alors oui, je pense qu'en effet, c'est une des choses qui m'a saisie pendant ce confinement et dans le déconfinement, de se dire que dans nos sociétés, on vit différents types de peurs communes. Et là, pour ne parler que de ces dernières années, avec ces grands flux migratoires, on est vraiment rentré dans la peur de l'étranger, la peur qu'on nous prenne, d'autant plus fort peut-être que à d'autres époques. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on est face à quelque chose d'invisible qui nous touche tous et toutes, chacun, chacune. Et potentiellement, mon voisin, la personne qui est assise de moi dans le bus, la personne qui prend un paquet de pâtes dans un rayon, qui la repose pour prendre celui d'en dessous, celui-ci, l'autre, celle-là, devient potentiellement un danger. Et c'est-à-dire qu'il peut me mettre en danger. Mais aussi, tout comme moi, je peux le mettre en danger. Et ça, c'est dans le lien, par exemple, familial ou avec les amis, notamment avec la famille, qui s'est soulevé. Et je trouve que il y a quelque chose qui est assez effrayant, en fait. Ça s'est un petit peu calmé dans les rues de Genève, mais au moment du déconfinement, on sentait une forme d'agressivité, une énergie dans l'espace public qui était suspicieuse. Tout est devenu compliqué. Maintenant, j'ai l'impression que ça se détend un petit peu, parce qu'à Genève, on est aussi privilégié d'une certaine manière.
Et cette photo, elle évoque aussi un peu ça, en fait. Il y en a, dans cette image, il y en a qui sont protégés et il y en a d'autres pas. Et on a ce couple à gauche qui est reclus l'un sur l'autre, comme en protection, dans les yeux clos. C'est une interprétation. Hein, après, et cette femme au milieu, un peu centrale, avec ce regard de côté, qui saisit son sac. Et on a cette femme tout à droite, qui, elle, n'est pas masquée. Donc, on voit bien aussi déjà le rapport, comment on peut être chacun face à ça. Mais ce personnage principal, il évoque ça, en fait. Elle évoque cette crainte, ce danger potentiel qui, du coup, aussi peut, je dirais, d'une certaine manière, désolidariser ce temps de l'espace commun, où tout d'un coup, ça devient un espace de danger potentiel. Et vous, Stéphanie, vous envisagez comment la suite des activités de la Croix-Rouge avec justement peut-être cette peur de l'autre? Mais bon, vous nous avez dit que les gens s'étaient d'autant plus engagés, mais vous pensez que ça va modifier un petit peu la suite des activités? Alors, il y a beaucoup d'articles ont titré qu'on n'y avait pas vraiment un retour à la normalité, mais l'arrivée vers une nouvelle normalité, puisque c'est un traumatisme qui laisse des traces, qui n'est pas fini d'ailleurs. Donc, clairement, les activités de la Croix-Rouge genevoise se sont adaptées. Et je pense que c'est pas demain qu'on va revenir à la normalité avant coronavirus. Je pense que, oui, comme vous disiez, le nombre de bénévoles a grandement augmenté. C'est bien de le relever à ce stade parce que finalement, on voit que dans les valeurs humanitaires, dans les valeurs de solidarité envers l'autre, on trouve une réponse pour faire face à cette angoisse d'un nouveau monde où une nouvelle menace est devenue plus présente et plus potentielle. Puisqu'on le voit quand parmi les employés, enfin les collaborateurs, collaboratrices, les bénévoles de la Croix-Rouge, le fait qu'ils soient engagés dans l'action a vraiment permis une ouverture aux autres et une meilleure gestion des possibles peurs, angoisses pendant cette période. Le fait d'être dans l'action a été très positif et justement d'être dans cette philosophie optimiste de l'humanitaire, de l'ouverture à l'autre. On arrive gentiment au bout de cette rencontre. Je vous remercie. C'était vraiment passionnant comme discussion. Je reviens sur les images qu'on a vues et je vais vous poser la question rituelle qui est posée, qui a été initiée par le directeur de cette institution lors des autres conversations en ligne, Pascal Loubschmidt. Il demande, pour terminer, à nos invités, pour vous, qu'est-ce que c'est une photo réussie? Donc, je vous laisse répondre, Magali, en premier peut-être. Alors, c'est une question piège, évidemment. Je pense que, en fait, j'ai plutôt envie de dire que, avec par exemple ces 6 images, une photographie qui fonctionne, c'est une photographie qui raconte quelque chose. C'est une photographie qui va aller amener différents indices pour nous amener à penser. Et elle peut ne pas être, elle peut avoir un revers banal comme elle peut être techniquement belle avec une belle lumière, etc. Mais ce qui compte pour moi en tout cas et dans mon travail aussi, c'est que l'image raconte quelque chose et qu'elle se donne à voir pour regarder un point de vue d'un investissement, d'une situation. Et puis après voilà, enfin, en quelques mots, je dirais que c'est d'abord un lien que l'on fait en tant que photographe avec le monde extérieur, avec notre environnement, pour donner à penser et partager, en fait. Ça serait un peu ça, une bonne image. Et pour vous, Stéphanie, qu'est-ce que c'est une bonne image?
pour moi, une bonne image, c'est une image qui transmet l'émotion, mais dans le sens où la photographe va être douée d'empathie envers l'objet, la personne photographiée, et également être douée d'empathie en pensant aux personnes qui vont regarder ensuite la photographie pour justement permettre ce canal de transmission d'émotions. Et en cela, on est assez proche des héros de l'humanitaire, qui est évidemment la qualité évidente de base est l'empathie. C'est pour cela qu'il y a quelques années, la Croix-Rouge genevoise a initié la création du prix Art Humanité. Bien sûr, oui. C'est un prix et les partenaires, ce sont le CICR et la Haute École d'Art et de Design de Genève. Et donc, c'est un prix qui récompense une œuvre artistique en lien avec les valeurs humanitaires. Et voilà, c'est chaque année, je vous y invite. Il y a notamment très belles images, photographies, d'autres types d'œuvres artistiques. D'ailleurs, nous allons, c'est pas encore, c'est pas pour tout de suite, mais nous allons accueillir des œuvres de ces prix Art et Humanité au sein du musée. Donc, je me réjouis que nos visiteurs les découvrent. Je me réjouis de dire que le musée est devenu récemment partenaire grâce au dynamisme, à l'engagement du directeur, que je remercie. Pascal Hufschmidt. Voilà, on le remercie. Je vous remercie vraiment pour cette participation. C'était un plaisir de converser avec vous. Je rappelle aussi à nos internautes que ces conversations vont se poursuivre, mais qu'ils vont pouvoir aussi découvrir maintenant ces photos dans le musée. Elles investissent peu à peu nos espaces, notre exposition permanente, l'aventure humanitaire, et elles entrent en dialogue avec nos œuvres exposées habituellement, et ça crée quelque chose d'assez inattendu et d'enrichissant. Donc, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci Alexia. Voilà, merci Stéphanie aussi, et je vous souhaite tout de bon, et à bientôt, et voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.